Je vous présente notre première invité, Michel Forget, qui commence à avoir de l'expérience en campagne électorale. Il enseigne aussi au Cégep de la Provence. Michel, je te laisse te présenter. Permettre de vous parler de nos positions. Et j'espère que vous avez eu le temps de dîner, sinon gênez-vous pas pour finir de manger en ma présence. Donc, comme le dit Guy, j'ai à peu près 15 minutes. Ensuite, oui, je veux que l'on se parle, je vais être à votre écoute. Mais j'aimerais, Guy, qu'on se garde quelques minutes vers la fin de cet échange-là. Je vais avoir un extra OK. que j'aimerais mettre sur la table. Là. Voilà. Donc, écoutez, j'ai beaucoup de choses à vous dire, même si techniquement la plateforme du Parti québécois n'est pas toute sortie. Vous allez voir, on a quand même, à date, je pense, un nombre assez intéressant de propositions ou de choses qui vont probablement vous intéresser. Donc, au niveau du logement, bien sûr, il faut s'attaquer à ça et c'est pour ça que nous, on veut faire 5 000 logements sociaux par année. Donc, si vous le calculez sur un terme de 4 ans, c'est 20 000. Si vous le calculez sur un terme de 5 ans, c'est 25 000, bien sûr. Et je rappelle que c'est le Parti québécois qui a créé en 1997 Accès Logis. On veut aussi un moratoire sur les logements sociaux parce que quand ils ont été, je m'exprime. Quand ils ont été créés, ils doivent être gérés pendant 35 ans par des OBNL. Mais au terme de ces 35 ans-là, ils tombent où? Nous, on ne veut pas que ce soit des occasions pour le privé de mettre le grappin là-dessus. Donc, on veut un moratoire pour justement préserver là, ce réseau-là. Des mesures pour le logement et les maisons intergénérationnelles, 25 000 doubler les montants maximaux admissibles du programme d'adaptation de domicile, retirer la fameuse clause F des baux, des bails, je pense que vous savez de quoi il s'agit, là, le fameux 5 ans là, qui permet des augmentations vertigineuses de loyers. Et aussi le droit de cohabiter. Nous, on l'appelle comme ça pour les prestataires de l'aide sociale, pour qu'ils ne soient pas pénalisés s'ils sont deux prestataires et ils sont en couple. Bon, donc, on prévoit 90 millions à ce chapitre-là pour ce que nous appelons justement le droit de cohabiter. Donc, ça, c'est les différentes mesures qui sont sorties à ce moment-ci au niveau là, du logement. Pour la pauvreté, l'égalité des chances. Bien sûr, on est dans un contexte d'inflation. J'écoutais à la radio aujourd'hui aux États-Unis, ça ne diminue pas beaucoup. Donc, on risque d'être pris pendant un certain temps à ce niveau-là. Donc, on a différentes mesures, mais contrairement à d'autres partis, nous, on ne veut pas du mur à mur. Moi, le 500 $ que j'ai eu le printemps dernier, là, je vais le donner. Je vais l'annoncer la semaine prochaine là, à qui je vais le donner, mais j'en avais pas de besoin. OK? Donc, nous, au Parti québécois, c'est davantage cibler les gens qui sont davantage dans le besoin. Vous avez peut-être entendu parler pour un revenu inférieur à 50 000 1 200 et pour un revenu entre 50 et 80 000 un 750 $. Pour les aînés qui ont un revenu faible inférieur à 35 000 1 000 $. Aussi, doubler le crédit de solidarité afin de donner un soutien supplémentaire aux personnes qui en ont vraiment plus besoin. Donc, nous, on calcule que ça pourrait remettre plus de 2 000 $ dans les poches des moins bien nantis. Je me rappelle quand je vous avais rencontré en 2018, on parlait d'un objectif d'un taux horaire salaire minimum à 15 $ de l'heure. Puis on disait à ce moment-là, même à ça, c'est pas être riche. OK? Donc, on s'en approche présentement, mais nous, on vise durant le mandat 18 $ de l'heure. Et je répète, ce n'est pas nécessairement une garantie de richesse. C'est vraiment un minimum là, en fonction de l'inflation, justement, que l'on connaît actuellement. Pour la disparité homme-femme, il y a plusieurs mesures qui directement ou indirectement concernent les femmes. Parce que les femmes, on sait, sont impliquées, on pense aux services de garde comme proches aidants. Donc, il y a des secteurs où les femmes sont davantage interpellées. C'est le constat là, que l'on fait. Voilà. Donc, au niveau des places en garderie, en faire plus que ce qui a été annoncé. Il a été annoncé 37 000. Nous, on veut en ajouter 15 000. Bref, 52 000 parce qu'on considère qu'il y a à peu près 50 000 parents
en carence de place dans les garderies, donc couvrir ça. 10 jours de congés payés aux victimes de violences. Présentement, on sait que ça n'existe pas et on sait que d'être victime de violence, c'est plus qu'un choc et on est déstabilisé complètement. On a besoin de soutien. Est-ce qu'on a besoin en plus d'être privé de salaire durant les premiers jours? Moi, je ne pense pas. Appliquer toutes les recommandations du rapport Rétablir la confiance. Le rapport, dont une des plus grandes recommandations, a mené à la création d'un tribunal pour les agressions sexuelles et les victimes de violences conjugales. Mais il y a d'autres mesures aussi dans ce rapport-là au niveau de l'accompagnement, etc. Des mesures très intéressantes. Donc, nous, on veut que toutes ces mesures-là soient appliquées. Soutien accru aux personnes proches aidantes, qui, je le disais tout à l'heure, sont en majorité des femmes. Donc, doubler le crédit d'impôt, assouplir les critères d'admissibilité et offrir plus de répit. Et aussi, même si elle existe, la loi sur l'équité salariale, la réformer pour véritablement imposer d'importantes pénalités financières aux entreprises qui ne la respectent pas. Au niveau des changements climatiques, on a déposé une couple de semaines, là, vous pourrez aller voir sur le site du Parti québécois. C'est quand même assez volumineux. C'est un document de 35 pages. Ça s'intéresse aux gaz à effet de serre, mais c'est une approche globale. Ce n'est pas uniquement les gaz à effet de serre. Ça traite de l'efficacité énergétique, de l'électrification des transports, de l'écofiscalité, de l'économie circulaire, des énergies renouvelables, de l'utilisation de la biomasse, d'une meilleure qualité de l'air et de l'eau. Donc oui, on parle beaucoup des GES, mais il y a tous les aspects complémentaires que je viens de vous citer. Et ça a été fait avec une firme reconnue mondialement. Donc la société québécoise a été segmentée en secteurs. Exemple, le principal émetteur, c'est bien sûr le secteur des transports avec 42-43 % des gaz à effet de serre. Suivent les industries, ensuite les bâtiments. Donc, pour chaque secteur, il y a le pourcentage de gaz qui a été identifié, le pourcentage de réduction qu'on vise, et je tiens à préciser que c'est faisable avec les technologies que nous avons actuellement. Bien sûr, il y a toujours de la recherche et du développement pour développer de nouvelles technologies, mais ce plan-là est basé sur ce qui est disponible présentement. Au niveau des transports, donc augmenter l'offre de services, que ce soit en ville ou en région. Et moi, il y a une mesure très particulière qui, moi, m'emballe, c'est la passe climat. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. 1 $ par jour, ou si vous voulez, 365 $, je paie une fois durant l'année. Et j'ai accès de façon illimitée à tout ce qui est transport commun collectif au Québec, en ville, région. On parle d'autobus, de métro, de train de banlieue, de tramway, du REM, quand il va rouler, il ne roule pas encore, et des traversiers. OK? Moi, j'ai 57 ans, je n'ai pas d'auto, je n'ai pas de mérite, je suis dans un contexte où je peux le faire. Le seul mérite que j'ai, c'est de résister encore. J'ai une auto en campagne électorale, c'est à peu près tout. Mais je me rappelle d'une époque où il y avait beaucoup plus d'autobus par jour. On pouvait prendre la 20 ou la 132. Là, oubliez la 132, il ne passe plus là. Saint-Jean-Port-Joli viendra avoir son arrêt d'autobus. Saint-Pascal ne l'a pas. Donc, moi, je pense que ça peut juste susciter un plus grand chalandage et donc augmenter l'offre de services. Voilà pour l'environnement. Puis d'un point de vue local, il y a bien sûr l'érosion des berges. Exemple, je pense à Saint-André, la reconnaissance des aboiteaux comme outil pour prévenir les inondations côtières. La pénurie de la main-d'œuvre. Là, vous avez entendu parler beaucoup d'un parti, c'est 35 000, un parti, c'est 80 000, machin. Et là, je ne sais pas si ça va être visible, là, je vais le montrer, mais je vais l'expliquer. Ce dont vous entendez parler, c'est juste 23 % de l'immigration totale au Québec. Au 31 décembre 2021, il y avait 227 000 immigrants au Québec. Donc, le 35 000 ou le 80 000, c'est une fraction. Et il y a le reste. Nous, on dit sur le 35 000, 50 % en région, ce qui est beaucoup plus que le 23 % du 50 000 du gouvernement qui vient en région. OK? Nous, c'est 17 500. Eux, ça donne 11 500. C'est 6 000 de plus. Mais on peut faire tellement plus pour les attirer, les retenir, des incitatifs pour qu'ils restent en région. Exemple, des étudiants.
leur rembourser l'excédent qu'ils ont payé pour leurs frais de scolarité, parce qu'un étudiant étranger paie davantage, à condition qu'il s'établisse et qu'il reste en région. Et d'autres mesures. Augmenter de 50 les budgets en matière d'immigration. C'est important, ce pourcentage-là, mais si vous avez fait le calcul, il y a tout le reste du 23 là, OK? Moi, dans ma vie professionnelle, j'enseigne au cégep de la Pocatière. J'en reçois des étudiants français. Ils ne rentrent pas là-dedans, OK? Mais il y en a qui s'établissent au Québec, qui ont des enfants et qui contribuent à la vitalité de nos régions. Et ce qui me choque, on ne dit pas faire de politique, mais là, je vais viser un autre gouvernement. À Ottawa, parce qu'ils en contrôlent un bon bout, ils ont inventé un système informatique d'intelligence artificielle, mais quand ce système-là voit arriver un étudiant francophone d'Afrique, la majorité du temps, ils sont écartés. Et vous regarderez, ce n'est pas juste ici, il y a les cégeps du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont sortis pour dénoncer cette situation-là. On nous prive actuellement d'une possibilité de relève, et ça, c'est inacceptable. Oui, pour la pénurie de la main-d'œuvre, il y a l'immigration, mais il n'y a pas que l'immigration. Nous, on veut inciter les gens qui sont jeunes retraités ou qui seraient sur le bord de la retraite de rester. Et vous le savez, c'est quoi le principal frein? C'est qu'avec leur revenu de retraite, le surplus qu'ils font en travail, bien, la majorité, c'est l'impôt qui mange ça. OK? Donc, nous, on veut une défiscalisation de cette situation-là qui ferait en sorte que, exemple, quelqu'un qui aurait une rente de retraite et des revenus ensuite de travail, s'il a moins de 50 000 $, il ne paierait pas d'impôt sur ses revenus supplémentaires de travail. Et entre 50 000 et 80 000, une réduction importante de l'imposition pour que ça soit intéressant pour ces gens-là de rester sur le travail, sur le marché du travail, pardon. Donc, c'est un ensemble de mesures. Oui, l'immigration, mais il y a d'autres mesures. Financement à la mission versus entente spécifique. Au Parti québécois, c'est 460 millions de dollars par année récurrents aux organismes sociaux communautaires. Et ça, je l'ai dans plusieurs documents, je peux vous les montrer. Ce n'est pas juste écrit à une place, c'est écrit à plusieurs endroits. Bonifier le programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique. Faciliter l'utilisation du crédit dépôt pour maintien à domicile des aînés par les clients des entreprises d'économie sociale, notamment permettant à celles-ci de l'appliquer dès le paiement du service. Les soins à domicile. Quand on se compare à d'autres sociétés, on a un très faible pourcentage des soins aux aînés qui sont à domicile. La grosse part, c'est des soins de longue durée en établissement. Nous, on veut que ça soit 50-50, ça veut dire 3 milliards par année. On veut arriver à ça. On considère que c'est la voie à suivre. Bonifier l'offre de transport adaptée et en élargir l'admissibilité aux personnes proches aidantes. Il y a plein d'autres mesures en santé dont je ne vous fais pas la liste. Ajuster les compensations pour le coût d'une nuitée et les déplacements routiers à la hauteur de celles consenties aux fonctionnaires de l'État. Donc, des gens qui doivent se déplacer et qui s'entraînent des coûts. Puis, il y a aussi la limite du 200 km qu'on veut ramener à 100 km là, pour faire valoir des frais de déplacement pour aller chercher des soins dans un lieu de prestation de soins qui est éloigné de la maison. Je pense que je n'ai pas pris 15 minutes. Hein? À peu près? OK. À peu près ça peut-être un petit peu moins, oui. OK. C'est que s'il y en a qui ont des questions, je le répète pour ceux qui viennent d'arriver, se présenter au micro de façon que ceux qui sont chez eux puissent bien comprendre les questions. Et puis, vous nommez votre organisme, puis vous posez votre question, puis Michel y répondra. Merci. Donc, Yann Chartrand, Terre à Terre Solutions écologiques, un organisme en environnement là, sur le territoire de Montmagny et Lillien. Vous avez mentionné 460 millions pour le financement à la mission des organismes sociaux communautaires. Je veux savoir, est-ce qu'un organisme en environnement fait partie de cette définition-là? Premier volet de la question. Puis deuxième volet, c'est qu'il y a eu un financement en 2018 de 2,5 millions pour les organismes en environnement. Ça s'est soldé par 9 organismes qui ont pu en bénéficier à la grandeur de la province. Donc, est-ce que vous avez une visée plus large que ça, là, considérant l'ampleur de la mission et les bénéfices sociaux communautaires pour l'ensemble de la population? Merci.
Bien, merci pour votre question. Je vous répondrai davantage avec ce à quoi je faisais référence tout à l'heure sur le plan d'environnement. D'accord? Donc, c'est 3 milliards par année sur 7 ans, 21 milliards. J'ai décliné certains volets, éco-fiscalité, économie circulaire, machin. Donc, c'est sûr que ça rentre dans ce plan-là plus tôt. Donc, c'est une vision 360 que l'on a, pas juste réduire les gaz à effet de serre, point. Il y a plein d'autres volets complémentaires là, qui sont là-dedans. Je vous invite vraiment à conserver un aspect financement à la mission. Parce que des programmes en environnement pour des projets, il en pleut. Puis finalement, pour les coordonner, c'est sur notre temps personnel. Fait que je vous invite à le considérer. C'est un fait, les organismes en environnement sont peu financés à la mission. Ils ont des ententes spécifiques, comme de plus en plus on tente de faire avec le milieu communautaire, des ententes spécifiques comme la gestion des déchets, des matières résiduelles, qui relèvent des municipalités puis qu'on confie facilement à des OBNL en environnement. Merci. C'est noté. Bonjour, Maxime Ferland de La Traversée, organisme en santé mentale à l'Apocatière pour couvrir le Kamouraska. Dans le fond, moi, ce que je me demande, c'est vous proposez beaucoup de choses qui augmentent l'argent qui est mis dans tel projet ou tel projet. Ce que je veux savoir, c'est comment vous allez faire pour augmenter les revenus québécois, dans le fond. Comment vous allez faire pour que le Québec gagne plus d'argent pour pouvoir financer tout ça? Parce qu'en fait, depuis la CAQ, on le sait qu'il y a eu une dette qui a commencé à augmenter de plus en plus. Fait qu'on veut en même temps limiter un peu cette dette-là. Merci. Je souris parce que je vais être à cette heure-ci obligé de vous donner une réponse un peu plate. Paul Saint-Pierre Plamondon dévoile le cadre financier du Parti québécois aujourd'hui. Donc, je ne le ferai pas avant lui. OK, c'est bon. C'est tout. Mais je vous invite à regarder cette sortie-là, cette annonce-là. Je vous remercie. Bonjour, M. Forgette. François Boudreau de la QDA Montmagny-Lillet, qui est l'association de défense de droits pour les retraités. Je voulais parler de la pauvreté. Évidemment, les retraités sont très affectés. D'ailleurs, je vous remets un bas troué. Évidemment, on sait qu'on a reçu des montants de 500 $ pour les gens qui ont 75 ans et plus. On fait de la discrimination entre les aînés. Le seuil de pauvreté se situe entre 29 000 et 35 000. La plupart de nos retraités, en tout cas au moins 25 % vivent avec un montant d'environ 15 à 18 000 par année, ce qui est de loin très largement sous le seuil de pauvreté. On a des problématiques dans nos territoires, évidemment, l'accès au logement, le transport, etc. Ça rend ces gens-là encore plus vulnérables. Je vous donne un autre exemple. J'ai appris encore ce matin que les ambulances Lillet Sud veulent faire un bris de service la nuit là, dans la région de Montmagny et de Saint-Pamphile, là, du côté sud. Quand? Dans les deux MRC. Est-ce qu'on sait quand ça pourrait se produire? Ça va se produire en mars 2023. OK. Donc, ces gens-là vont être déjà qui quittent la région pour aller avoir des soins de santé à l'hôpital de Montmagny, étant donné que vous avez fermé les urgences un peu partout. Je ne dis pas vous, là, mais le gouvernement. Donc, ces gens-là, déjà, vont à Montmagny et, dans certains cas, doivent se rendre à Lévis pour recevoir des soins. Ça ne se fait pas gratuitement, malheureusement. Il n'y a pas vraiment de transport qui est vraiment efficace. Là. Il y a des coûts qui sont reliés à ça. Je pense à quelqu'un qui a le cancer, qui doit aller 2-3 fois par semaine, payer 30 $ la fois. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de se traiter à ce moment-là. Ça, c'est un exemple. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même très important au niveau de la santé des aînés, de se déplacer pour recevoir des soins. Alors qu'en 2019, la Fédération des médecins du Québec s'est entendue avec l'ISIUS concernant les soins intensifs à domicile qu'on appelle le SIAD. C'est des choses qu'on s'attend tout le temps de voir arriver et qui ne sont pas arrivées. C'est sûr qu'il y a une pandémie, là, mais évidemment, les soins intensifs à domicile, ça fait en sorte que les aînés puissent rester chez eux, recevoir des soins par une infirmière et même un médecin. Donc, des déplacements réduits. Aussi au fait que ces gens-là n'ont pas besoin d'être hospitalisés, même peuvent mourir chez eux finalement. Donc, tout ça, ça fait en sorte qu'on peut prétendre que ça peut diminuer de 60 à 65 % les hospitalisations. Donc, dans un contexte économique comme on le sait actuellement,
je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire. Les médecins se sont entendus pour donner le service. Il reste au CIUS de s'activer là-dedans. On n'a pas vu vraiment de résultats depuis 2019. Donc, je fais un appel à vous et comme aux autres candidats pour que le SIAD soit quelque chose qui soit rendu efficace là, et dans les plus brefs délais, déjà que les ententes ont été faites là-dessus. J'aurai peut-être d'autres questions, là, mais pour l'instant, je vais laisser la place aux autres. Merci. Bien, vous me permettez une ou deux réactions. Quand Paul Saint-Pierre Plamondon est sorti avec les chiffres de la pauvreté chez les aînés, il y a beaucoup de commentateurs, analystes qui ont dit que non, il n'y en avait pas autant que ça des pauvres chez les aînés. Donc, je suis content d'entendre qu'on a la même lecture, vous et moi, là, de l'état de la pauvreté chez les aînés. Donc, oui, il y a des mesures, j'en ai identifié certaines, mais c'est sûr que les soins à domicile il faut finir par prendre ce virage-là. Ça ne fait que sens. Ça ne fait que sens. Les gens demandent ça. Nous, là, il n'y en aura plus de chambres à 1 million dans des maisons des aînés, OK? Il y a d'autres priorités. Voilà. Merci. Christiane Bourgault, Centre Femmes, La Jardilec, territoire Montmagny-Lillet. Je vais faire peut-être deux commentaires. En gros, j'aime bien, en général, votre programme. Il y a deux choses que j'aimerais attirer votre attention. C'est la disparité homme-femme. Ça ne s'amenuise pas, l'écart qui demeure homme-femme. Et à chaque période de crise, ça c'est documenté par l'IRIS, les femmes s'appauvrissent à chaque. On l'a vu quand il y a eu la période d'austérité avec M. Charest, et on le voit en ce moment, c'est déjà documenté avec la COVID. Et ce que c'est la COVID aussi, les études démontrent que la charge mentale des femmes, qui était déjà assez élevée, a encore augmenté. Donc, il reste du boulot à faire à ce niveau-là et au niveau de l'équité salariale, bien sûr. L'autre chose que nous fait suer là, dans le milieu communautaire, c'est le PSOC et les CIS. Je donne un exemple, les centres de femmes. Il y en a dans toutes les régions du Québec. Il y en a à peu près une centaine. Et les deux seules régions qui n'ont jamais eu d'augmentation depuis 15 ans à peu près, c'est votre territoire. C'est Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches. Puis, j'ai rien entendu par rapport, vous savez, la réforme Barrette. Tout le monde dit, ça fait longtemps, qu'elle devrait être débarrettisée, cette réforme-là. Là. Mais j'ai rien entendu par rapport à ça. Fait que c'est un free for all, les 6, une disparité d'une région à l'autre. Et le PSOC, que tout le monde connaît, là, le financement de base des organismes, devrait être harmonisé. Et ça, bien, il y a deux entités qui se battent au Québec, deux regroupements qui ne sont pas nécessairement sur la même longueur d'onde, mais que ça n'appartienne plus aux 6. C'est mon commentaire. Je rajouterais peut-être juste aussi pour le PSOC, souvent on annonce les montants que l'organisme va recevoir 6 mois après le début de l'année. C'est que tu es obligé de te justifier. Ça fait des années que ça dure et aussi le financement avec le PSOC. On a tendance d'enlever le financement de la mission pour le mettre sur des ententes spécifiques. Sur les ententes spécifiques, tu es obligé de faire, c'est comme du cheap labor que le système de santé utilise des organismes communautaires. Je réagis rapidement. Au niveau santé, là, je vais le dire, ramener de l'imputabilité plus des décisions locales, plus d'horaires de faction dans les ambulances sur tout le territoire, arrêter le recours aux agences privées pour en arriver à éliminer le TSO, le fameux temps supplémentaire obligatoire. C'est certaines des mesures que nous mettons de l'avant. Oui? Oui, Mélissa Boilard, Trait d'Union, groupe d'entraide en santé mentale à Montmagny. De mon côté, on était dans les ententes spécifiques. Tantôt, on a parlé d'un montant pour mission globale et entente spécifique. On n'en parle pas souvent de ça. Je peux comprendre parce que la mission globale, à elle seule, n'est pas suffisante. Par contre, on n'a jamais de rehaussement pour les ententes spécifiques. Par exemple, mon organisme, j'ai 2 ententes spécifiques. On a une indexation seulement. Il pourrait avoir un nouvel organisme créé pour rendre ce service-là qui aurait 6 fois plus de budget qu'on en a. Ces ententes-là, c'est qu'il y avait un trou de service. Donc, il y a des organismes qui ont développé des volets autour de leur mission, mais ce n'est pas reconnu, puis c'est vraiment insuffisant. Puis je pense qu'il est temps qu'on en parle de ces trous de service-là qu'on bouche avec des ententes spécifiques qui sont sous-financées. Merci. Je me permets rapidement, parce que le temps file, tu vas me dire ça.
Je vais aller à l'essentiel dans mon extra. Au département d'informatique du Cégep de la Pocatière, nous avons des stagiaires disponibles dédiés aux organismes sans but lucratif, organismes sociaux communautaires. Ce sont des stagiaires gratuits, donc il n'y a pas de coût rattaché à ça. Donc, si vous avez des besoins de sites Internet, de bases de données, des choses de cette nature-là, je vous invite à rentrer en communication avec moi. Je ferai le lien avec mon département. Puis ensuite, il y a un processus qui s'enclenche. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis sur la table il y a quelques années. Ça n'a pas été trop difficile de convaincre mes collègues que vous avez des besoins, que vous n'avez pas nécessairement les moyens, mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas de besoin. Donc, je vous réitère cette offre-là. Ça Voilà. avait été utilisé, Michel, dans le temps, tu te souviendras, avec M. Delettre. Plusieurs Stéphane. stagiaires étaient venus dans le milieu communautaire. Moisson Kamouraska. Étaient venus ici, Notamment. c'est ça. Après, il est arrivé la pandémie, on pourrait reprendre l'habitude. Oui, absolument. Il y a aussi une question par Zoom qui sera posée. Saïda va la poser. Donc, c'est une question de Manon Leclerc de l'ABC des Hauts-Plateaux, organisme en lutte au décrochage scolaire et alphabétisation. Elle a 3 questions. Première question, vous avez mis en place un programme de stage en informatique en soutien aux organismes communautaires. Pouvez-vous rapidement me dire de quoi il s'agit? Je vais essayer de synthétiser. C'est une offre de stagiaires à temps partiel, donc environ 10 heures par semaine. C'est du travail qui peut être fait de façon délocalisée, c'est-à-dire pas nécessairement dans vos locaux, vos installations, mais dans celles du cégep, avec des ordinateurs qui appartiennent aux étudiants au cégep. Donc, il n'y a pas nécessairement pour les organismes à avoir de l'équipement informatique. C'est sûr qu'il y a du travail de supervision et de suivi. La deuxième question. Sur le pouvoir d'achat dans votre programme électoral au PQ, vous nommez l'allocation temporaire dont vous avez parlé tout à l'heure. Temporaire, 2 points d'interrogation, c'est pour la campagne électorale, une allocation qui va disparaître après les élections, point d'interrogation. Non, je pense qu'il ne faut pas le voir comme ça, mais je comprends la question. Écoutez, il faut suivre la situation au fur et à mesure, puis il faut être là pour notre monde, il faut prendre soin du monde. La troisième question. Dans votre programme, vous parlez beaucoup de rénover les écoles, mais j'ai peu vu d'infos sur les programmes éducatifs. Que pensez-vous des écoles vertes, des écoles de la rue et de notre type d'organisme? Et c'est pour ça que je disais au tout début que la plateforme n'est pas totalement sortie, donc je vous invite à continuer à nous suivre. Mais effectivement, l'apprentissage, je suis bien placé pour en parler, je suis à ma 35e année d'enseignement. On n'enseigne plus nécessairement de la même façon, ça a beaucoup évolué. Il y a des méthodes alternatives qui sont porteuses pour certains types de situations. Et il y a une autre question qui va être posée à haute voix. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez parlé, c'est ça que vous avez une proposition pour permettre aux personnes assistées sociales de cohabiter, j'imagine sans que leur prestation soit coupée. Oui. Puis je me demandais, est-ce que plus largement, vous prévoyez d'autres mesures pour les personnes assistées sociales, puis en particulier une augmentation des prestations d'aide sociale, parce qu'en ce moment, la prestation de base est seulement à 708 $ par mois, fait que c'est vraiment pas suffisant pour couvrir les besoins de base, puis même ça permet de couvrir moins que la moitié des besoins de base, en fait, si on se fie à la mesure du panier de consommation. Fait qu'est-ce que c'est des propositions que vous avez dans votre plateforme? Si tu veux nommer ton nom et le nom de ton organisme aussi. Oui, moi, c'est Esther Baye-Argent. Je suis de l'Association de défense des droits sociaux de la Rive-Sud. OK, donc, Mme Baye-Argent, à cette date-ci, on est le 13, là, je ne vous inventerai pas de chiffres, je vais être très transparent. Je vous disais que tout n'est pas sorti. Donc, il y a une partie qui est sortie. Je vais vous demander de continuer à nous suivre là-dessus d'ici la fin de la campagne. J'ai une deuxième question. Je me suis déjà présenté, Maxime de la Traversée. Donc, dans le fond, comme on le sait, il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre au Québec en ce moment. Puis, moi, ce que je vois, j'ai l'impression que les partis politiques continuent toujours de proposer des nouveaux projets à ouvrir qui vont demander des nouvelles main-d'œuvre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être mis en place pour que les projets soient plus ciblés sur ce qui existe déjà, plutôt que sur des nouvelles choses à ouvrir, dans le fond? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Très bien. Okay. Effectivement, à une autre époque, les partis promettaient beaucoup de nouveaux emplois. Si on arrivait avec ça, on serait hors champ
parce qu'il y a une pénurie, comme vous le dites. Avant de promettre des nouveaux emplois, il faut tenter de combler ceux qui sont en pénurie présentement. Effectivement, il y a des mesures de requalification. Exemple, moi, je suis au conseil d'administration du Cégep, de la Pocatière, et du Centre de transfert de technologie Solutions Novica. Et on est mardi. Hier, voilà, je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles, il y a une formation rapide de robotique qui va être offerte au Centre d'études collégiales du Témiscouata, une formation accélérée de 30 heures. Donc, on a approuvé ça au conseil d'administration. Donc, c'est justement pour augmenter la productivité, pour résorber un peu sous cet aspect-là. C'est pour ça que je disais que la pénurie de la main-d'œuvre, c'est un ensemble de mesures. Ce n'est pas seulement l'immigration, c'est ça, c'est les travailleurs expérimentés, c'est la productivité, et ça en fait partie. Donc, effectivement, il y a cet ensemble de mesures-là. Merci. Je pense que le temps court, et puis c'est le temps de lancer ta surprise ou ton extra, excuse. Je l'ai déjà fait. Ah, OK. Je voulais le placer, donc je l'ai déjà placé, Guy. C'était l'offre de stagiaires dédiée aux organismes sans but lucratif. C'est vraiment ça. Puis écoutez, moi, c'est à l'origine de quoi? J'enseigne aussi à la formation continue. Puis il y avait des organismes qui m'avaient approché, j'avais évalué le besoin, mais quand ils voyaient le taux horaire, ça ne marchait pas, là. Puis là, je disais à José Gagnon du Cégep de la Pocatière, je dis, ils n'ont pas les moyens, mais ils ont des besoins. Donc, ça ne prive pas le service de la formation continue. Puis avec mes collègues, on a développé une offre de service qui vous est dédiée. Voilà. Donc, ça traduit un petit peu mon intérêt, si je peux dire. C'est que je te laisserai quelques minutes pour le mot de la fin. Je ne prendrai pas quelques minutes, ça va être assez court. Je vous remercie beaucoup de nous accueillir. Vous allez accueillir les autres candidats. Je l'avais fait en 2018, j'avais beaucoup apprécié. Donc, c'est la même chose aujourd'hui. J'en suis pas à ma première campagne, donc j'ai de l'intérêt pour faire avancer la région, etc. Moi, ma principale priorité, c'est la démographie. Les dernières données de Statistique Canada du dernier recensement sorti, la MRC de l'Île a diminué de 1 % en 5 ans. Même chose pour la MRC de Montmagny. Ça a augmenté un petit peu au Kamouraska, mais quand le Québec augmente encore plus, on ne veut pas se ramasser comme au fédéral qui vont être à 5 MRC dans la circonscription. Nous autres, on a déjà 3. Vous parlez qu'on est souvent une région ignorée. Je pense que oui. Ça passe vite sur l'autoroute 20, mais ça n'arrête pas beaucoup en cours de route. Écoutez, si notre poids démographique continue de baisser, on va avoir moins d'importance pour ceux qui nous gouvernent. Donc, moi, c'est ma priorité. Voilà. Et tout le reste, ou à peu près, en découle, selon moi. Voilà. Bien, merci beaucoup, Michel Forget, de vous être prêté au jeu. C'était fort instructif. Puis bonne fin de campagne. Merci beaucoup, Michel. Merci pour vos questions. J'ai beaucoup noté.